Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue sur ce webinaire avec OpinionWay, Corporate Mobilities et FreeNow. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte pour que tout le monde puisse profiter de cette présentation. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va attendre encore un petit peu. Je pense qu'on va pouvoir bientôt démarrer. On a tous les intervenants qui se connectent également. Là, c'est bon, on nous entend? Bonjour, Joanne, Bonjour. bonjour Igor, bonjour Zoé. Bonjour à tous. J'attends encore un petit peu. Bonjour. Ravie que vous soyez tous là. Voilà, je vais trop vite. Bonjour. On attend aussi que tous nos intervenants se connectent. On est déjà plus de 50 à être là. On va attendre encore 1 minute et on va démarrer. Bonjour. Si cela vous va, je vous propose qu'on démarre. Yann, Benoît. OK pour moi. Bonjour à tous. Bonjour à tous, OK pour moi aussi. Bonjour. Donc, bienvenue. On va découvrir aujourd'hui les résultats menés par OpinionWay et Corporate Mobilité sur l'étude sur les actifs franciliens, la mobilité des actifs franciliens en 2023. Donc, lors de ce webinaire, nous allons vous présenter les tendances, les grandes insights qui ressortent de cette étude. Et nous allons vous apporter les différentes clés pour mettre en place ou améliorer vos politiques de mobilité afin qu'elles soient plus impactantes, plus engageantes et plus attractives. À la fin de cet échange, on aura un peu de temps pour discuter et pour que vous puissiez nous poser vos questions, vos remarques sur ces sujets. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir à nos côtés Benoît Parot, directeur du département mobilité, tourisme et loisirs chez OpinionWay, qui nous présentera les principaux résultats de cette étude. Bonjour à tous. Nous avons également Yann Barbizet et Jérôme Fouque, qui sont les fondateurs de Corporate Mobilities, qui ont participé à cette étude et qui nous apporteront donc leurs connaissances et leur avis d'experts sur la mobilité en entreprise. Bonjour. Et moi-même, qui suis responsable marketing chez FreeNow for Business France, qui vous apportera mon expertise sur la mobilité la mobilité urbaine en Europe et plus précisément en France. Je vais maintenant laisser la parole à Benoît, qui va nous en dire un peu plus sur cette étude et les personnes qui ont été interrogées. Très bien. Merci beaucoup Adélaïde pour cette introduction. Donc effectivement, nous avons réalisé au printemps 2023 une étude pour FreeNow et Corporate Mobilities auprès d'une cible que tu as précisée, qui est constituée de franciliens actifs âgés de 25 à 59 ans. Alors, on a interrogé une base assez consistante, on les a interrogés online, 1025 franciliens appartenant à cette cible, de façon à nous permettre d'avoir des clés de lecture sur différents caractéristiques, que ce soit le genre, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, mais aussi, et c'est un élément important par rapport au sujet qui nous intéresse ce matin, la mobilité, la localisation. On a fait attention à avoir une bonne base entre des Parisiens intramuros, des résidents Petite Couronne et puis des résidents Grande Couronne. Donc au final, une base consistante qui va nous permettre justement de bien comprendre qu'est-ce qui se passe en termes de mobilité au niveau de cette grande région qu'est l'Île-de-France, sachant quand même qu'il y a effectivement beaucoup de choses en cours. Je ne reviens pas sur les travaux liés au Grand Paris avec le métro. Donc pour le moment, tout ça est en cours, mais la mobilité des franciliens actifs risque de beaucoup bouger au cours de ces prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'on a mesuré durant cette étude? Premier élément que nous souhaitions partager avec vous, finalement, c'est c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup insister durant cet échange, parce que
c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est finalement un usage des modes de transport à titre personnel ou professionnel qui est quand même assez équivalent, redondant, mixte, et on va voir un petit peu tous ces modes de transport et ces comportements durant les différents éléments que nous souhaitons partager avec vous ce matin. Première donnée, donc les modes de transport les plus utilisés, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel. Et comme vous pouvez le voir sur la slide qui est projetée, finalement, le ranking est quasi équivalent. Le premier mode de transport utilisé tous les jours ou presque par les Franciliens à titre professionnel est la marche à pied, c'est la même chose au niveau personnel. Le deuxième mode de transport est la voiture personnelle ou de fonction, et on voit que ce mode de transport est le deuxième, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Vient ensuite les transports en commun, puis en termes d'usage professionnel, le vélo. Intéressant de noter cette apparition dans le top 5 concernant ce mode de transport. Donc le vélo, 5% des Franciliens déclarent l'utiliser tous les jours ou presque à titre professionnel, et le vélo étant également utilisé par 3% des Franciliens à titre personnel tous les jours ou presque. Donc on le voit, le ranking est quasi équivalent et on voit que finalement il y a une réelle redondance, mixité des modes de transport utilisés, que ce soit à titre professionnel ou personnel par la cible que nous avons interrogée. Deuxième élément que nous souhaitions partager avec vous ce matin, c'est finalement l'évolution en fait des modes de transport utilisés depuis cette fameuse pandémie que nous avons tous traversée, cette fameuse pandémie du Covid-19. Et donc on a posé la question à l'échantillon que nous avons interrogé, si finalement parmi tous les modes de transport qu'ils utilisent au quotidien depuis une certaine période, bien évidemment, si ces modes de transport, ils les utilisaient plus souvent, autant souvent qu'avant la pandémie, ou moins souvent. Et en fait, qu'est-ce que l'on observe? On observe que, même chose, que ce soit en termes de déplacement professionnel ou en termes de déplacement personnel, finalement, on a la même logique. Les modes de transport qui progressent le plus depuis la pandémie sont les mêmes au niveau professionnel ou au niveau personnel. La marche à pied a un solde positif de plus 36 points au niveau professionnel. Il est équivalent au niveau personnel. Aujourd'hui, 43% des Franciliens actifs déclarent utiliser ce mode de transport plus souvent qu'avant la pandémie, et ce, à titre personnel ou à titre professionnel. La voiture également a un petit peu bénéficié de la pandémie, et on voit aujourd'hui que les Franciliens utilisent légèrement plus ce mode de transport, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel. Enfin, le vélo bénéficie, lui, d'un usage là aussi beaucoup plus fréquent, avec plus 25 points en matière de déplacement professionnel et plus 21 points en matière de déplacement personnel. Donc là aussi, on a vu que les modes de transport étaient les mêmes, et on voit effectivement que l'évolution en matière d'usage depuis la pandémie est assez équivalente, que ce soit au niveau des déplacements professionnels ou au niveau des déplacements personnels. Si on regarde maintenant, Adélaïde, si tu peux avancer, voilà. Je passe la parole maintenant à Jérôme qui va nous partager un certain nombre de réflexions et une première clé de réflexion sur la nécessité de comprendre les nouveaux usages des Franciliens pour leur offrir le choix. Oui, bonjour. On vient de voir que les usages pro et perso sont assez mixtes. Après, quand on réfléchit aux enjeux de mobilité, c'est vrai que c'est clé de comprendre également les motivations au changement, les appétences au changement, les freins au changement. Qu'est-ce qui peut faire qu'un collaborateur ou un Francilien va changer ses habitudes de transport? Donc, nous, on passe beaucoup de temps avec Opinionway à interroger nos clients. Et en fait, ce que je voulais partager, c'est des résultats d'une étude qu'on a faite récemment sur une base significative en termes d'aptitude et de maturité à des changements de comportement vers des mobilités plus responsables. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a 4 types d'utilisateurs ou de personnes qui vont se déplacer, avec des sensibilités plus ou moins fortes en termes de déplacement responsable. On a un petit quart de la population qu'on a sondée, qu'on considère comme impliquée, donc c'est des populations qui sont très sensibles aux mobilités responsables,
qui sont déjà passés à l'acte. Donc, on le voit, c'est des gens qui vont plutôt faire de la marche à pied et de la voiture, et du vélo plutôt que de la voiture. Mais ça ne représente qu'un quart de la population. Une deuxième cohorte, et là, on commence à passer sur une typologie plutôt de suiveurs. Donc, c'est des gens qui sont concernés par des mobilités douces, mais qui ne sont pas encore passés à l'acte de façon assez significative. Et ça représente globalement 40% de la population. Donc là, on a déjà globalement un peu plus de 66% de la population qu'on a analysée. Viennent après des distants. Donc les distants, c'est des gens qui ont une relation assez peu sensible aux enjeux d'éco-mobilité. Et puis il y a une dernière typologie de collaborateurs qui sont les non concernés, pour lesquels les enjeux de mobilité responsable, donc notamment avec des impacts carbone limités, sont complètement en dehors de leur problématique. Donc, pourquoi on considère que comprendre, c'est important? Ça permet de se dire ce que je vais mettre en place comme solution. Ça va permettre de répondre à la nature et à la maturité de mes collaborateurs qui, pour conclure sur cette partie-là, se répartissent entre des impliqués, des suiveurs, des distants et des non concernés. Très bien, merci Jérôme pour ces premières clés de lecture. On poursuit les éléments que nous souhaitions partager avec vous ce matin, toujours sur ce thème un petit peu, vous l'avez compris maintenant, de la porosité des usages professionnels et personnels. On a approfondi cette investigation, ce questionnement, avec une question pour chaque mode de transport que les franciliens actifs interrogés déclaraient utiliser. On leur a demandé s'ils l'utilisaient uniquement à titre personnel, uniquement à titre professionnel ou pour un usage à la fois personnel et professionnel. Et comme vous pouvez le voir sur cette slide, finalement, on le voit, l'usage des modes de transport est mixte dans la très grande majorité. Que ce soit sur des modes de transport relativement peu utilisés, deux roues motorisées électriques, on a une base assez faible, mais vous voyez que l'usage mixte atteint 95%. Vous avez également la marche à pied qui est utilisée de façon mixte, vous avez la voiture de fonction, la voiture personnelle, autant de modes de transport utilisés par les franciliens qui sont justement utilisés aussi bien à titre personnel que professionnel. Et si on continue sur d'autres modes de transport, là aussi, quels que soient les autres modes de transport, finalement, on voit que cette mixité d'usage est très prononcée, à l'exception peut-être de quelques modes de transport un peu plus particuliers pour lesquels on a à peu près un bon tiers d'utilisation uniquement à titre personnel. Par exemple, la location de véhicules entre particuliers, les trottinettes électriques en libre-service. Bon, alors, les feux trottinettes électriques en libre-service, puisque, comme vous le savez, depuis le 1er septembre, cette offre n'est plus disponible à Paris et dans sa proche banlieue. Les trains également, des mototaxis et les scooters électriques en libre-service. Vous voyez quand même qu'il y a quelques modes de transport qui sont un peu plus fréquemment utilisés uniquement pour des déplacements personnels, mais encore une fois, dans la grande majorité, de façon même quasi systématique, on utilise des modes de transport pour un usage à la fois personnel ou professionnel. Je passe maintenant la parole à Adélaïde qui va nous donner quelques compléments d'information sur cette thématique. Merci Benoît. Donc oui, c'est très intéressant ce que vous dites sur les mobilités partagées qui peuvent être plus utilisées à usage personnel. Nous, chez Frina, on a lancé la mobilité douce, donc trottinette, scooter électrique, vélo électrique et voiture en autopartage en avril 2021 pour tous les utilisateurs personnels, puis plus tard en septembre 2021 aux utilisateurs pro. Et les usages ont explosé. Mais ce qui est très intéressant de notre côté, c'est que les comportements d'utilisation et les modes de transport de mobilité douce utilisés sont les mêmes chez les pros et chez les persos. Là, je vous montre la répartition des usages chez les pros en 2022, mais si je vous montrais le graphique pour les utilisateurs B2C, ça serait le même. Donc, les usages que les utilisateurs ont dans leur vie perso se reflètent dans leur vie pro lorsque leur entreprise, bien sûr, leur autorise tous les types de mobilité. Là, on voit que ce graphique nous sera bientôt caduc parce que, comme tu le disais, la trottinette, qui est le premier mode de transport utilisé, le mode de transport de mobilité douce utilisé chez nous par les pros,
sera amené à disparaître, en tout cas à Paris, et toujours dans les autres villes où on opère, qui est suivi par le vélo électrique, et on observe la même chose dans les usages personnels. Donc, qu'on soit un utilisateur pro ou perso, on utilise chez nous, en tout cas sur notre application, on a les mêmes usages dans des proportions différentes. Et l'autre point assez intéressant, c'est que 27% de nos utilisateurs en 2022 ont utilisé au moins 2 types de mobilité. Donc, on a un usage aussi partagé. On n'est pas le collaborateur n'utilise pas qu'un seul mode de transport, il change. Et donc, il semble qu'il est important de connaître son collaborateur et ses usages, qu'ils soient en pro et en perso. Je laisse Jérôme et Yann nous en dire un peu plus à ce sujet sur cette constatation. Jérôme, je ne t'entends pas. Ton micro est coupé. Donc, un des objectifs qu'on avait au début avec Adélaïde, c'était de se dire, et OpinionWay, c'est de dire, qui influence qui? Est-ce que c'est le perso qui influence le pro, ou est-ce que c'est le pro qui influence le perso? Et on a beaucoup regardé les chiffres, en fait, on n'a pas eu la réponse. Donc, on ne peut pas vous dire qui est la poule et qui est l'œuf, ou qui est l'œuf et qui est la poule. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une influence, il y a une porosité évidente entre le pro et le perso. Et je reviens sur les enjeux de compréhension des mobilités personnelles. Si on veut, là encore, bien comprendre ses collaborateurs, on le verra plus loin, pour leur apporter des solutions plus adaptées, il y a aussi des moyens qui permettent d'objectiver leur appétence et leur ouverture à des mobilités plus responsables. Nous, on a développé avec Opino un indice de maturité en termes de mobilité éco-responsable. Donc, on sait, à travers un questionnaire assez simple, sur une population donnée, calculer un indice qui va de 0 à 100 sur la maturité en termes d'éco-mobilité. Si on regarde le dernier résultat de cet indice, c'est une note assez moyenne, puisque l'indice se situe à 52 points sur le dernier panel. On ne le voit pas beaucoup évoluer, parce qu'on en a le troisième panel et tourne autour de cette valeur moyenne de globalement 10 sur 20. Mais on ne désespère pas, on va réussir à faire pousser, à faire évoluer cet indice. Et pour les entreprises, je pense que ce qui est important pour choisir la bonne mobilité, c'est de dire, est-ce que j'ai plutôt une population très sensible et très prête à opter pour des mobilités plus douces? Et dans ce cas-là, il faut y aller à fond. Ou est-ce que j'ai une population qui est plutôt réticente, avec un indice qui est plus faible? Et dans ce cas-là, il y a peut-être des actions de formation, de communication qu'il faut mettre en œuvre avant de trouver la bonne solution. Et je repasse la parole. Merci, Jérôme. Et je compléterai juste, effectivement, action d'information et de sensibilisation également, autour aussi, finalement, du triptyque qui explique pourquoi un francilien actif va utiliser un mode de transport plutôt qu'un autre. Et finalement, là aussi, on va le voir sur les raisons d'utilisation principales, au niveau des déplacements professionnels ou au niveau des déplacements personnels. Finalement, c'est le même triptyque pour chacun des modes de transport utilisés, à l'exception peut-être de la marche à pied, où effectivement la marche à pied est un peu plus souvent utilisée, parce que du point de vue des utilisateurs et des pratiquants, c'est économique, c'est aussi bon pour la santé écologique. Mais comme vous le voyez sur ce slide, finalement, les autres modes de transport utilisés sont utilisés. Pourquoi? Parce que c'est une solution rapide, économique et accessible. Alors là aussi, on ne révolutionne pas l'analyse, hein. C'est des choses que vous savez, et toute personne qui s'intéresse à la mobilité sait, cet enjeu d'accessibilité, cet enjeu lié au prix également, et cet enjeu lié à la rapidité des modes de transport, et je rajouterai également la fluidité des modes de transport utilisés. Mais ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est de constater que cette logique que l'on observe sur les déplacements professionnels va aussi s'appliquer sur les déplacements personnels. Et on retrouve les mêmes raisons d'utilisation, rapidité, facilité d'accès et économie, sachant que bien évidemment, les principaux motifs d'utilisation à titre personnel sur les modes de transport sont un petit peu différents entre personnel versus professionnel. Professionnel, ce qui était intéressant d'observer, c'était que finalement,
les modes de transport étaient surtout, quel que soit le mode de transport utilisé pour se déplacer d'un point A à un point B au sein de son entreprise, finalement. Bien évidemment, à titre personnel, les principaux motifs d'utilisation là sont un petit peu fluctuants selon le mode de transport utilisé. Mais encore une fois, voilà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on va utiliser un mode de transport pour 3 raisons principales: l'aspect rapidité, l'aspect économique et l'aspect accessibilité. Je redonne maintenant la parole à Jérôme, à Adélaïde, qui va nous parler de l'avantage mobilité. Alors, c'est intéressant que tu dises qu'un des facteurs principaux soit la variable économique. On a aussi lancé en parallèle une étude sur les avantages avec Kantar en 2023 et on voit que 78% des employés souhaitent bénéficier d'une aide pour faire face à l'augmentation des coûts de chauffage, de déplacement et d'électricité. Je vous apprends rien, on est dans un contexte de crise du coût de la vie et d'un pouvoir d'achat qui baisse pour tout le monde. Et les collaborateurs comptent de plus en plus sur leur entreprise aussi pour les aider à affronter ces moments difficiles. On peut noter notamment l'augmentation, par exemple pour les Franciliens, du coût du pass Navigo. Donc les collaborateurs semblent attendre plus dans le contexte actuel. Et l'entreprise a un rôle à jouer, mais elle a aussi un rôle à jouer pour les influencer vers une mobilité plus responsable. Donc pour aider à surmonter la crise du coût de la vie, l'entreprise peut décider d'aller plus loin, par exemple en subventionnant 100% des transports publics ou en mettant en place différents dispositifs comme le forfait mobilité durable ou le crédit mobilité, mais on aura un peu le temps plus tard d'en discuter plus en profondeur. Donc, il y a une volonté pour l'entreprise de mettre en place des avantages aussi, de réfléchir à des avantages mobilité pour aider le pouvoir d'achat et le bien-être des collaborateurs. Donc, en plus de connaître les besoins et les attentes des collaborateurs, il faut proposer des dispositifs qui peuvent être cohérents. Et je laisse Jérôme commenter là-dessus. Ça sera Yann en l'occurrence, mais ça aurait pu être Jérôme, sans problème. Oui, on parle de cohérence et de pertinence. Une des principales difficultés qu'on voit depuis maintenant 2 ou 3 ans, c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille, elles sont un peu perdues devant la multiplicité des solutions qui sont disponibles et de la marche à suivre. Donc, on a un vrai enjeu de cohérence. Alors, pourquoi ça? Parce que on a l'impression que tout le monde se renvoie un petit peu la balle. C'est-à-dire qu'il y a des attentes fortes des collaborateurs. Et quand on interroge les collaborateurs, ils nous disent les entreprises n'en font pas assez pour nous. Quand on interroge les entreprises, elles disent mais on fait beaucoup de choses pour les collaborateurs, mais ce sont les collaborateurs qui sont réfractaires au changement. Et quand on interroge les pouvoirs publics, ils disent bah écoutez, nous on fait tout ce qu'on a à faire et on ne comprend pas pourquoi les entreprises ne nous suivent pas. Donc on a un enjeu extrêmement important d'alignement, ou plus exactement d'absence d'alignement aujourd'hui sur la manière de commencer, la manière d'avancer. Et c'est un des principes, un frein absolument important à l'absence de déploiement généralisé, notamment de développement, comme disait Adélaïde, sur des forfaits mobilité, dans une certaine mesure le crédit mobilité. Donc là, on a ce sujet-là. Ensuite, peut-être une des raisons pour lesquelles ça coince, c'est qu'on n'est pas du tout dans un schéma où on a une seule solution disponible sur étagère à proposer à chaque entreprise. Ça n'a rien à voir. Chaque entreprise est différente. Je peux vous donner un exemple qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps sur une mission avec Jérôme, qui était que l'entreprise avait envie de mettre en place de l'autopartage, qui était, semble-t-il, une bonne idée à l'origine. Et en cherchant bien sur cette notion de compréhension, de solution qui était une solution disponible sur le marché, on s'est rendu compte que la population des collaborateurs était une population plutôt jeune avec des enfants en bas âge et qui faisait en sorte qu'ils étaient obligés de déposer et reprendre leurs enfants à l'école et que l'autopartage, même si intellectuellement ça pouvait être intéressant pour tout le monde, dans les faits, ça ne pouvait pas marcher. Donc on en revient à cette notion de compréhension et aussi à cette notion de trouver des solutions qui soient le plus adaptées possible aux collaborateurs. Je laisse la parole à Benoît. C'est moi qui vais prendre la parole.
Du coup, donc, merci pour ces détails. Donc, les résultats de notre étude, quand on a posé la question aux collaborateurs, aux actifs franciliens, si leurs entreprises proposaient aujourd'hui des avantages mobilité, la majorité a répondu non, donc à 63%. Donc, il y a une opportunité pour les entreprises d'améliorer leur image de marque et leur politique, mobilité et avantages, car la majorité de ces mêmes actifs franciliens souhaiteraient souhaiteraient que leur entreprise mette en place des avantages mobilité. Mais comme je disais un peu précédemment, c'est aussi une opportunité pour l'entreprise d'affirmer son engagement responsable via la mobilité, car on sait aujourd'hui que le transport est la principale source d'émissions à gaz à effet de serre, avec 31% des émissions totales en France en 2021, d'après le Haut Conseil de l'État. Et nous, lors de notre étude sur les avantages, on a vu que 65% des salariés souhaitent que leur entreprise leur propose comme avantage des avantages de mobilité durables. Donc, il y a une vraie demande. Et qu'est-ce qui existe? Comme on l'a parlé précédemment, il existe déjà des dispositifs qui sont mis en place, comme le forfait mobilité durable, qui existe depuis mai 2020, si je ne me trompe pas, qui a pour but d'encourager les mobilités durables pour les déplacements domicile-travail. Donc, l'employeur peut proposer une indemnité allant jusqu'à 800 € par collaborateur et par an, exonéré de charges. Et dans ce forfait mobilité, pour les déplacements domicile-travail, on comprend tout ce qui est vélo électrique, la voiture dans le cadre d'un covoiturage, les engins de déplacement en free floating, et tout autre moyen de mobilité partagé. Donc, en ce qui concerne les franciliens actifs interrogés, il y en a 26% qui souhaitent que leur entreprise mette en place un forfait mobilité durable, et ce chiffre est encore plus accentué chez les jeunes, donc les jeunes de 25 à 34 ans, où près d'un tiers voudraient voir ce dispositif mis en place. Dans une autre mesure, il y a le crédit mobilité. Le crédit mobilité, c'est une enveloppe qui a pour but de remplacer totalement ou partiellement la voiture de fonction, donc une cible plus faible des collaborateurs dans une entreprise, et qui a pour but de remplacer la voiture de fonction, qui a donc une double utilité personnelle et professionnelle, en essayant de proposer d'autres moyens de transport. Et l'avantage du crédit mobilité, l'objectif du crédit mobilité en soi, c'est de lutter contre l'autosolisme aussi, et de réduire l'empreinte carbone des entreprises. Donc, on voit que l'État a déjà mis en place des dispositifs pour aider les entreprises à répondre aux besoins des collaborateurs et apporter des solutions de mobilité plus responsables. Et on voit petit à petit que pour mettre en place ces dispositifs, il faut des outils souvent digitalisés, comme par exemple le budget mobilité de Freenow, qui permet d'intégrer tous ces dispositifs et d'allouer des budgets aux différents collaborateurs. Mais il faut aussi aider le collaborateur en lui offrant une solution facile, clé en main, pour utiliser ces avantages, comme par exemple une carte mobilité qui serait un peu le ticket restaurant de la mobilité, et qui permettrait d'inciter les collaborateurs à utiliser des mobilités douces, des mobilités définies au préalable, pour leur déplacement personnel, domicile-travail dans le cadre du FMD, et dans un cadre plus vaste pour le dispositif de crédit mobilité. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ces dispositifs. Et voilà. Et je vais passer à la dernière clé. Le point d'Adélaïde, il est assez crucial, c'est-à-dire comment on arrive à mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pour que les collaborateurs adoptent le comportement attendu, puisque c'est bien ça dont il s'agit, le comportement attendu étant un comportement éco-responsable. Au fond, il n'y a pas de solution, comme on l'a dit tout à l'heure. En revanche, il y a des grands principes, je crois, qu'il faut respecter. Le premier, ce n'est pas toujours le cas, c'est que l'entreprise soit vraiment à même de définir ses priorités. Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la mise en place d'une politique de déplacement,
ce sont les facteurs plutôt économiques? Est-ce que c'est plutôt les facteurs en termes de réduction de carbone ou d'équilibre pro-perso des collaborateurs, comme l'a mentionné Jérôme tout à l'heure? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que les collaborateurs, ils veulent ou ils peuvent adopter le comportement attendu? On a parlé là de porosité entre les usages, entre la partie pro et perso. Ce sont des indicateurs relativement intéressants de comprendre les appétences. Troisième point, c'était sur la partie solution. Il est clair qu'il faut que les solutions qui sont mises en place permettent de répondre aux comportements attendus, c'est-à-dire aujourd'hui que ces solutions soient simples d'utilisation. Et il y a deux aspects. Donc, ce sont des solutions de masse de type B2B qui doivent faciliter la vie des collaborateurs et aussi, dans la mesure du possible, intégrer un corpus de règles de transport facile à mettre en œuvre. Et évidemment, dans ce corpus de règles avec des solutions masse, il y a la partie paiement, parce qu'il faut que dans la partie paiement, on puisse retrouver l'ensemble des dispositifs légaux qui puissent être utilisés de façon simple. Donc, on a la solution, l'organisation qui doivent se poser la question, dire ce que je mets en place, les solutions que je mets en place, est-ce qu'elles vont permettre de répondre aux changements de comportement que j'attends de la part de mes collaborateurs? Enfin, le dernier point, c'est prioriser les choix et on ne peut pas tout faire d'un coup. C'est impossible. Donc, il faut, de notre expérience, commencer par les actions qui ont les impacts les plus forts, puisque c'est au travers de ça qu'il va y avoir cet effet d'entraînement et qui va ensuite, par capillarité, pouvoir se prolonger sur les différentes populations qui ont été identifiées en fonction des maturités dont parlait Jérôme tout à l'heure. S'il y a des suiveurs ou s'il y a plutôt des personnes qui sont plutôt très proactives. Il ne faut jamais oublier que la partie conviction, en termes d'écomobilité, est quelque chose qu'on retrouve. Ça concerne pas énormément, mais entre 5 et 10% des populations interrogées. Ils le font par conviction. Donc, il y a tout un ensemble de règles qui permet de mettre en place et de vraiment de comprendre et de suivre et d'avoir une vraie trajectoire, des grands principes pour construire une politique de mobilité durable. Donc, c'est complexe, mais c'est faisable. Et j'allais t'en dire, il faut amorcer la pompe parce que je pense que c'est en amorçant la pompe que les choses ensuite se mettent en œuvre. Oui, donc on va passer aux questions, remarques. On répond à vos questions avec grand plaisir. Ali, tu veux reprendre la main? Oui, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais les lire. Enfin, je vais commencer par les premières et on va les lire. Bonjour, vous évoquez une cible d'actifs franciliens. Votre étude porte sur les déplacements domicile-travail et professionnels uniquement ou déplacements tout motif confondu, achat, démarches, loisirs, etc. Alors, la question, on a posé plusieurs types de déplacements. C'est vrai qu'on a fait vraiment un focus sur la porosité, comme vous l'avez compris, entre les usages personnels et professionnels, mais on a explicité les raisons d'utilisation et les motifs de déplacement pour chacun des modes de transport que nous avons étudiés, et que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel. Et je suis passé peut-être un peu vite, mais dans une des slides qu'on a présentées, vous avez effectivement la raison, les motifs d'utilisation de chacun des modes de transport à titre personnel. Et typiquement, on utilise la marche à pied de mémoire, je parle, parce que justement, pour aller faire ses courses, ainsi de suite. Vous voyez, courses, achats, activités sportives et culturelles. Merci Adélaïde d'afficher ce slide pour la marche à pied. Et après, on insistait beaucoup, en fait, et c'est ce qui nous intéressait beaucoup dans ces résultats d'enquête. Finalement, c'est encore une fois sur les raisons principales d'utilisation. Là aussi, elles sont équivalentes pour des déplacements personnels ou professionnels. La marche à pied, par exemple, on l'a dit tout à l'heure sur les raisons principales d'utilisation professionnelle, elle est économique, bon pour la santé écologique. C'est le seul mode de transport qui se distingue de tous les autres modes de transport. Et ces raisons principales d'utilisation, elles valent pour des déplacements personnels ou professionnels en ce qui concerne la marche à pied. Donc, on a quand même investigué toutes ces thématiques-là et pas seulement des modes de déplacement professionnels. Merci. Travail. Igor, donc là, sur ce QR code, tu as les résultats de l'étude, le livre blanc avec tous les résultats de l'étude.
On pourra aussi vous envoyer le support de ce webinaire après. Mathias qui nous demande pourquoi le vélo n'est-il pas intégré. Donc, je pense que le vélo a pas mal été. Le vélo est intégré. Dans la présentation des résultats sur les motifs, le vélo, effectivement, n'était pas dans la liste. Ah oui, à ce moment-là, au même moment que... Oui, parce qu'en fait, il ne fait pas partie, en fait, c'est au moins une fois par mois. Et en fait, là, on a les principaux modes de transport. Mais non, le vélo a bien été étudié. Il ne fait pas partie des 10 premiers modes de transport utilisés au moins une fois par mois pour des déplacements professionnels. Donc là-dessus, on a, en termes de fréquence, hein, donc là-dessus, on a l'ensemble des éléments. Si vous souhaitez en savoir plus, on peut, j'imagine, vous le transférer. Partager. Alors, Alice qui nous pose plusieurs questions. Donc, 63% des répondants déclarent que les entreprises ne proposent pas d'avantage mobilité. Le remboursement partiel des abonnements de transport commun est obligatoire. Oui, mais parce que dans l'esprit des franciliens, ça fait partie du package qui est tellement intégré que c'est plus une offre en tant que... C'est plus un avantage, en fait. C'est plus un avantage. Et ça me permet de revenir sur un point que Yann et Jérôme ont évoqué, notamment, qui est un peu différent. C'est-à-dire que nous, on le constate dans d'autres enquêtes un peu plus RH, mais la nouvelle génération d'actifs a des niveaux d'attente très différents par rapport à l'entreprise, par rapport à une génération un peu plus âgée, on va dire. Et je pense que cette nouvelle génération, on voit un petit peu dans certaines clés d'analyse sur cette catégorie des 25-34 ans, attend beaucoup des entreprises que justement celles-ci soient force de proposition pour les accompagner et susciter des modes de déplacement aussi beaucoup plus éco-responsables. Donc là, il y a un petit enjeu aussi qui est lié à une relation qu'a cette nouvelle génération qui commence sa vie professionnelle vis-à-vis de l'entreprise. Et ça renvoie à plein de débats dont on parle beaucoup dans les médias aujourd'hui. Mais en tous les cas, du coup, ce sujet-là peut être aussi un véritable levier pour une entreprise pour améliorer sa réputation, sa politique de marque, la relation qu'elle a, son appétence et son attractivité vis-à-vis de cette nouvelle génération. Donc, ça dépasse aussi le cadre purement éco-responsable, mais ça embarque aussi et ça permet de répondre et d'être un peu plus, encore une fois, attractif. Merci. Toujours Alice qui nous dit « Vous avez questionné les répondants sur les modes de déplacement utilisés avant et après le Covid. Les avez-vous également questionnés sur le nombre de déplacements effectués? Est-ce qu'ils se déplacent plus, moins? Les confinements successifs ont eu beaucoup d'impact sur la démobilité ?» Absolument. Alors, on ne les a pas interrogés sur le nombre et on est resté sur cette grande catégorie plus, autant ou moins. On a quand même distingué, alors là, dans la présentation qu'on a faite avec vous, qu'on a partagée avec vous, on a synthétisé, mais dans l'échelle de réponses que nous avions proposées, c'était beaucoup plus souvent, autant, moins souvent ou beaucoup moins souvent, en fait. Donc, on a scindé un petit peu tout ça, mais on est resté sur une dimension assez macro. Finalement, on n'est pas rentré dans un niveau de précision sur le nombre de déplacements, mais par contre, oui, vous avez raison. Et le nombre global de déplacements est plus faible qu'avant la Covid, ça c'est une certitude. Je pense que IDFM, pour lequel on travaille aussi beaucoup, a un véritable problème avec ça. C'est que les gens, aujourd'hui, les transports en commun n'ont pas retrouvé le niveau d'avant la Covid. Et les projections qui sont faites, elles entendent que ça va être très, très, très compliqué de retrouver ce niveau-là. Il y a aussi un autre élément, c'est que la Covid, comme vous le savez, a considérablement révolutionné la présence au travail et la présence sur le lieu des entreprises. On est tous là quasi en distanciel. Donc voilà, donc ça aussi fait que les déplacements aussi vont être profondément bouleversés par rapport à cet impact aussi qu'a eu la Covid sur l'organisation du monde du travail. Donc, effectivement, sans doute des déplacements un peu moins nombreux, mais aussi je pense qu'il y a aussi une volonté de ne plus subir le déplacement, en fait, parmi les franciliens actifs. On a tous des collègues qui font 1h15, 1h30 de transport. Et aujourd'hui, avec justement ce distanciel qui s'est quand même beaucoup généralisé, on est plutôt sur, nous, dans toutes les enquêtes qu'on
qu'on fait sur le sujet, on voit que c'est plutôt, en gros, la moyenne, c'est 2 jours de télétravail et 3 jours de présence au bureau. C'est à peu près ça. Hein. On s'était posé la question à quel niveau on va arriver. On est plutôt sur cette organisation-là. Donc, du coup, tout ceci amène aussi les salariés à se poser des questions sur les modes la raison du déplacement, les modes de transport utilisés. Donc, il y a vraiment un bouleversement de la problématique de la mobilité, et c'est ça qui est intéressant. Et comme nous l'a dit et Adélaïde, et Yann et Jérôme, c'est l'occasion pour une entreprise de se saisir de ce sujet pour justement aussi accompagner justement les collaborateurs vers des modes de déplacement plus éco-responsables. Concrètement, je peux rajouter un truc, un élément, Benoît, c'est qu'on a des entreprises qui sont en train de réfléchir, de mettre en place, plus exactement pas de réfléchir, des systèmes d'organisation de réunions dans des lieux qui sont des lieux de convergence de communication ou des lieux où les horaires fonctionnent. Donc, on est bien dans l'évolution de l'organisation du travail comme étant un des leviers les plus forts pour tendre vers des comobilités. Donc, le grand changement qu'il y a sur les 4-5 dernières années, c'est qu'avant, quand on travaillait sur les enjeux de mobilité, on travaillait sur les verticales et quelquefois sur, disons, la capacité de passer d'un mode de transport à l'autre. La nouveauté maintenant, c'est que systématiquement, on intègre des enjeux d'organisation du travail comme étant des éléments clés de cette écomobilité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus comme interlocuteurs, d'ailleurs, des directions RH qui, elles, sont de plus en plus transverses sur ce sujet. Donc, l'organisation du travail est clé dans cette analyse. Et si je peux approfondir ce point-là, il y a un autre aspect qui est de plus en plus important, c'est la santé au travail. La santé au travail. Donc, le fait d'inciter les collaborateurs à faire du vélo, à venir à pied. Vous savez, les fameux, il faut faire 5000 pas ou 10 000 pas, je ne connais pas exactement le nombre de pas qu'il faut faire. C'est chaud, hein. Mais voilà, donc là aussi, il y a aussi un autre enjeu, et c'est une autre façon aussi de penser la mobilité en fait des actifs. Une autre question qui était, est-ce que vous aurez un stand sur l'IFTM? Alors, Freenow, on n'en aura pas. Après, je ne sais pas si Corporate Mobilities en aura. Nous, on sera présent. Donc, Claude, on peut passer vous voir sur le stand Air France avec grand plaisir. Donc, on sera présent à l'IFTM. On sera en homme sandwich, c'est ça? Et on peut vous prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Normalement, je n'ai pas de stand. Mais on y va depuis de nombreuses années parce que c'est comme on travaille sur les enjeux à la fois de déplacement du quotidien, de flotte automobile et de travel, il nous semble important d'être à l'IFTM en tant que participant, pas en tant qu'exposant. Merci. Que signifie le motif déplacement domicile-travail dans les déplacements personnels alors qu'il s'agit d'un déplacement pro par définition? Alors, en fait, effectivement, c'est un déplacement pro par définition. Normalement, on avait adapté la liste, donc j'avoue que j'ai du mal à voir. Au moment où on a conçu le questionnaire, on s'est posé beaucoup de questions. Où est-ce qu'on mettait ce déplacement? Est-ce que c'est plutôt un pro ou un perso? Et on a pris en fait, c'est un peu les deux. Et on a pris le parti avec Freenow de le mettre dans les déplacements perso. Parce qu'il fallait bien faire un choix, et c'est ce choix qu'on a fait. Après, c'est vrai que pour une certaine catégorie de la population des actifs, il y a une vraie, là aussi, porosité sur le pro et le perso. Hein. Donc, avec les nouvelles catégories, les nouveaux types de travaux, de professionnels, des auto-entrepreneurs, des choses comme ça qui se développent quand même pas mal. Donc, effectivement, là aussi, il y a une vraie porosité. Oui. On va prendre, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on va continuer un peu les questions et dans tous les cas, si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, on reviendra vers vous par mail. Donc, je prends la question de Geoffroy. Attendez-vous des évolutions sur le FMD et prime transport dans le projet de loi du gouvernement sur la transition écologique? Certains cumuls sont actuellement possibles et prendront fin en 2023. Donc, oui. Je pense que vous l'avez compris, hein, tout ce qui peut inciter à repenser les déplacements professionnels,
Oui, je pense que ça serait bien. Il y a des vraies réflexions au niveau gouvernemental. Il y a des choses qui ont été mises en place. Et après, ce que disait Yann, c'est la vitesse à laquelle tout ceci va se déployer. Mais oui, bien évidemment, plus il y aura un input important au niveau législatif, plus les choses iront vite. Et puis, quand on regarde la communication du gouvernement sur les enjeux de pouvoir d'achat, le FMD, c'est comme un moyen d'aller redistribuer des revenus hors charge pour les entreprises et hors charge personnelle pour les collaborateurs. Donc, ce ne serait pas incohérent qui continue à augmenter le montant. Historiquement, aujourd'hui, il doit être à 700 ou 800 euros. Il a commencé à 400. Donc, c'est un véhicule qui est assez simple, qui est ciblé sur un certain nombre de mobilités, donc qui n'est pas universel. Mais c'est comme un des leviers qui, structurellement, peut contribuer à une lutte contre les effets de l'inflation. Mais je ne suis pas gouvernement, donc je ne peux pas prendre de décision. Et mes personnes de gouvernement autour de la table, on ne peut pas vous répondre de façon objective et certaine. Exactement. Je vais prendre une autre question. Donc, la fiscalité du crédit mobilité n'est aujourd'hui pas intéressante pour que le collaborateur puisse avoir envie de troquer son véhicule de fonction. Pas d'avantage fiscal pour les déplacements personnels. Comment accompagnez-vous les clients sur ce point ? Nous, pour l'instant, on accompagne les clients qui viennent nous voir et qui viennent nous demander du crédit mobilité. Il y a vraiment un enjeu de responsabilité qui est mis sur la table, notamment de la part de leurs collaborateurs qui cherchent à entrer dans des initiatives plus responsables. Moi, personnellement, je ne suis pas assez spécialiste pour vous donner une réponse plus détaillée là-dessus. Mais par contre, je la partagerai à la fin de ce webinaire avec nos spécialistes sur toutes ces questions pour qu'ils puissent vous apporter un élément de réponse plus précis. Mais nous, je sais qu'ayant participé à pas mal de rendez-vous clients, ceux qui étaient intéressés par le crédit mobilité, il y avait vraiment cet aspect engagé. Je pense qu'on peut en prendre encore une ou deux. Qu'est-ce que vous en dites, Benoît et Oui, très bien, ouais. Bon, okay. Même 3-4. Ok, parfait. Alors, si tout le monde a son temps, on peut continuer. Oui. Auriez-vous des chiffres sur la répartition des utilisations des modes de transport sur le crédit mobilité VS forfait mobilité durable? Si oui, est-ce que les chiffres restent similaires ou y a-t-il des disparités notables? Alors, dans l'enquête, on n'a pas abordé et creusé ce sujet. Et à ma connaissance, parmi d'autres enquêtes qu'on a réalisées récemment, on n'a pas non plus creusé cet aspect. Donc, c'est une bonne question, mais malheureusement, je ne peux y répondre. Et j'ai l'impression ensuite que c'était fini. Donc, il y avait Zoé qui nous disait qu'il semble important de rappeler que 15,4 millions d'actifs, 60%, sont inéligibles au télétravail à cause de la nature même de leur travail. D'où l'importance de prévoir des différents dispositifs comme le FMD, en effet. Et ensuite, Alice qui nous informe que la DG ITM travaille sur une évolution du FMD pour 2024. Donc, on a hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Les premières réflexions vont dans le bon sens, celui d'un avantage global. En effet, il n'y a pas qu'une seule façon de travailler et de se déplacer. Et je crois que c'est toutes nos questions. Je ne sais pas si Yann, Benoît ou Jérôme, vous avez un commentaire à ajouter. Non, après, peut-être qu'on peut se poser la question justement de l'ancrage de ces évolutions qu'on a constatées. En fait, on a vu dans l'enquête qu'on a partagée avec vous qu'il y avait des choses qui avaient bougé depuis la pandémie. On va quand même vers des modes de déplacement un peu plus éco-responsables, même si la voiture a un peu tiré son épingle du jeu par rapport à la Covid. Mais la vraie question est de savoir est-ce que tout ceci va se cristalliser, pour reprendre un mot que nous aimons bien utiliser avec Jérôme et Yann, au regard, par exemple, de ce qu'on peut constater avec cette crise inflationniste que l'on observe dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, le secteur de l'alimentation, où au cours de ces 10 dernières années, chaque année, vous aviez 10, 15, 20% d'augmentation des ventes en supermarché sur le bio. Et là, depuis 2 ans maintenant, en gros, justement, le bio, les gens arbitrent vraiment avant d'acheter bio, parce qu'il y a un problème de prix, tout simplement.
Donc là, la question sur les mobilités, justement, se pose aussi par rapport à ça. C'est est-ce que tout ceci va vraiment se cristalliser? On a vu quand même dans l'enquête que cette espèce de porosité quand même très forte entre les déplacements et personnels et professionnels, à mon avis, va jouer son rôle de cristalliseur, justement, cristallisateur, je ne sais pas si le mot existe, de cette évolution des déplacements. Et puis après, vous avez plein d'autres éléments qu'on a cités sur justement cette nouvelle relation au travail pour une partie, en fait, pour la nouvelle génération. C'est cet enjeu de télétravail, là aussi pour une partie, et merci à la personne d'avoir rappelé que effectivement, une grande partie des actifs ne sont pas éligibles au télétravail de par leur fonction. Donc, autant d'éléments qui, finalement, à mon avis, vont justement aider aussi à des déplacements quand même un peu plus éco-responsables. Donc, à la question de savoir est-ce que ça va se cristalliser, est-ce que ça va se renforcer à l'avenir, moi, je dirais un grand oui en ce qui concerne les déplacements. Je voulais ajouter aussi un point sur comme nous travaillons avec Jérôme sur plusieurs mobilités en même temps. Il y a une tendance forte aujourd'hui à essayer de rendre plus dynamiques les politiques de flotte automobile, notamment les voitures de service, avec les politiques de déplacement, notamment du quotidien. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de réfléchir sur comment je peux davantage optimiser ma flotte, en faisant en sorte que j'optimise les taux d'usage de mes véhicules, tout en faisant en sorte que si je n'ai pas recours à mes véhicules de service, je vais avoir recours à des modes de transport éco-responsables. Donc, il y a un vrai changement sur un certain nombre d'entreprises qui permet aujourd'hui de faire pour un certain nombre d'entre eux des économies substantielles, notamment sur les usages des voitures personnelles quand les voitures de service ne sont pas utilisables, avec des remboursements, avec des impacts très très forts sur les remboursements kilométriques et avec des politiques de déplacement qui sont de plus en plus contraignantes pour les collaborateurs quand il existe des alternatives crédibles, je repars cette notion de crédible, à des mobilités pour faire en sorte de diminuer l'usage des véhicules ou optimiser l'usage en autopartage d'un certain nombre de véhicules. Donc on est vraiment dans des changements assez importants qui sont en train de s'opérer et c'est récent, ça date de quelques mois où là nous avons des interrogations de plus en plus importantes sur comment on arrive à travailler sur la mise en place de politiques de mobilité uniques qui fusionnent le voyage, le déplacement domicile-travail et les flottes de véhicules. Ça, c'est quelque chose qui est récent. Ok, merci. Moi, je veux faire un dernier commentaire d'encouragement au passage à l'action. Ce que Yann a évoqué, c'est un peu ce jeu là où tout le monde se dit « moi, je suis prêt à plonger, mais j'attends que l'autre vienne avec moi ». Des collaborateurs qui attendent des aides de leur entreprise, des entreprises qui se disent « moi, je vais y aller, mais c'est mes collaborateurs qui ne bougent pas », des collectivités territoriales qui vous disent « moi, j'ai fait tout ce que je peux plus rien faire ». Peut-être parce que je suis assez optimiste et déterminé, je pense qu'on a tous notre part à jouer. Donc, on peut plonger. C'est pas très complexe à mettre en œuvre. On peut commencer par des petits pas. À partir du moment où on comprend bien les aptitudes de changement, les freins, les contraintes. Mais si on passe notre temps à attendre que les copains arrivent pour plonger, on n'arrivera pas à développer des mobilités responsables. Donc, c'est un petit call to action individuel. On a tous une capacité à faire bouger les lignes et c'est aussi le but de ce webinaire. Oui, exactement. Et en effet, il ne faut pas hésiter à se lancer, à écouter ses collaborateurs et à proposer, peut-être leur donner un petit coup de pouce aussi pour qu'ils se lancent et à bien comprendre qu'on est passé aussi dans une autre ère qui est en train de vraiment s'installer. On est passé de l'ère de la possession à celle de l'utilisation. Et je pense que c'est assez important en mobilité également. Et sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut bientôt arrêter le webinaire. Je vous remercie tous d'avoir participé. Donc, on vous a mis les études en je crois que Mathias est en train d'écrire. Peut-être qu'il vous dit au revoir. Mais... Oui, Mathias. D'accord. Oui, non, rien d'accord.
effet, on n'a rien à perdre à se pousser. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que nous, on a été ravis enfin, je parle pour vous aussi, on a été ravis de faire ce webinaire. On sera plus que heureux de répondre à quelques questions supplémentaires. On partagera nos contacts également. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les prochaines heures ou jours à venir sur ces différents sujets, on vous donnera tous nos contacts. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.